Bienvenue à cette conversation humanitaire sur la crise du Grand Sud à Madagascar, dans le cadre du Forum humanitaire européen organisé par la Commission européenne et par la présidence française. Excellence, Monsieur Giovanni Di Girolamo, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores, merci de nous accueillir dans votre délégation à Antananarivo pour cette conversation importante, essentielle et urgente. Je me permets de présenter les panélistes qui vont être avec vous pour apporter différentes perspectives sur la crise que vit le sud de Madagascar et aussi les perspectives du futur, de ce que nous sommes en train de construire, de ce que vous, acteurs humanitaires et du développement, êtes en train de construire pour inspirer, pour partager l'expérience de Madagascar avec les participants du Forum humanitaire européen. Donc, Excellence, à votre droite, Monsieur Issa Sanogo, coordonnateur résident et humanitaire du système des Nations Unies à Madagascar. À votre gauche, Madame Marie-Chantal Ouani-Ligara, représentante résidente de la Banque mondiale à Madagascar. Monsieur Viyu Razafin Diakoutou, responsable des programmes et partenariats de la plateforme humanitaire du secteur privé. Et Dr Jean-Claude Rakoutou-Molala, directeur de l'ONG ASSOS, Action Socio-Sanitaire, Organisation Secours de Madagascar. Bienvenue, merci d'être là. Excellence, je vous passe la parole pour nous donner un petit peu la perspective de cette conversation. Merci à tous pour être là. Effectivement, c'est très important qu'on puisse échanger vraiment dans l'esprit du Forum humanitaire européen, nos perceptions, nos visions, même nos programmes pour faire face à cette situation difficile que les populations du Sud vivent de façon récurrente et qui en effet remonte loin dans le temps, mais qu'au cours des dernières décennies semble savoir accentuer d'une façon très forte. Et on vient de vivre au cours des derniers 2-3 ans des situations vraiment très très dures dans le sud de Madagascar. Donc qui ont aussi attiré l'attention des médias internationaux. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu qu'on puisse présenter la situation au sud, parler un peu de nos approches et programmes respectifs, et aussi montrer quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Ça, c'est très important. Je veux dire, autour de moi, il y a des personnes qui dirigent des organisations, des institutions internationales fortement engagées sur le terrain dans le sud, en étroite coordination évidemment avec l'autorité malgache. Et il faut remarquer qu'aussi du côté de l'autorité malgache, il y a eu une attention croissante aux questions du Sud. Il y a eu plusieurs voyages présidentiels au Sud, avec une fréquence qui n'était pas si fréquente dans les années auparavant. Donc c'est vrai que ça montre aussi une attention accrue des autorités sur les problèmes du Sud. Et je dirais, disons, voilà, le sud de Madagascar, c'est une région très vaste. C'est une région très vaste avec voilà, une variété de paysages et des situations, disons, environnementales très différentes. Il y a des endroits où, effectivement, il y a suffisamment d'eau pour imaginer et fortifier des processus de développement qui existent déjà et qui sont souvent aussi partie de l'attention de nos programmes. Et il y a encore des zones où, effectivement, la situation est beaucoup plus difficile. Et cette différenciation visible, quelquefois correspond à la réalité du sous-sol et du climat, quelquefois correspond simplement à la présence ou l'absence d'investissement. Ça veut dire, dans certains des voyages que j'ai fait au sud, dont un en particulier avec Marie-Chantal, on a pu voir que dans 2 villages très proches, quelques kilomètres de distance, quelques minutes en hélicoptère, il y avait des situations de sécheresse extrême, et dans l'autre, il y avait des forages, il y avait effectivement beaucoup plus d'eau, et donc la population même était dans un état complètement différent. Dans un village, les enfants avaient des difficultés à manger parce qu'il y avait trop de soif. Dans d'autres villages, les gens étaient plutôt concernés avec des problèmes qu'on peut dire sont plutôt du développement. Dans la production, voilà, les conditions de vie, etc. Mais que l'eau était là et la nourriture en partie était là. Donc dans ce tableau très différencié, quand même, il ne faut pas oublier que dans l'ensemble, la situation est très difficile. Et donc ça a engendré des phénomènes migratoires, disons, soit des régions les plus frappées envers des régions moins frappées, soit du milieu rural au milieu urbain.
et encore très important, des migrations envers les régions du nord du pays. Ces migrations, quelquefois, sont plus ou moins insérées dans la réalité locale. Dans d'autres situations, ont au contraire provoqué des tensions occasionnelles avec les populations locales. Et donc, c'est quand même un problème qu'il faut tenir en compte. Je dirais qu'il y a aussi un aspect important dans le Sud qui n'est pas seulement environnemental, il y a aussi un aspect culturel. Ce sont des populations qui sont d'origine, disons, différentes. Et qui, tout en étant tous malgaches, et Madagascar c'est un pays qui se fonde vraiment sur l'harmonie sociale entre différentes populations du pays, il y a quand même des différences culturelles importantes d'une région à l'autre. Dans certains cas, il y a un attachement à certaines pratiques agricoles héritées des ancêtres. Et donc, le respect qu'on porte aux ancêtres fait qu'il y a presque des interdictions à cultiver des choses qui n'ont pas été cultivées traditionnellement. Il y a un mot malgache, c'est le fadi, qui en fait c'est la chose qu'on ne doit pas faire. Et ceux-ci sont des facteurs qui demandent aussi une approche un peu plus anthropologique et une approche aussi plus respectueuse, on peut dire, de ces traditions. Et s'il y a des changements qui doivent être introduits, doivent être faits dans des modalités qui les rendent acceptables aux populations, afin que ces changements soient soutenables à long terme. Après, il y a des situations où effectivement il y a des problèmes d'investissement. Il y a des programmes qui pourraient augmenter la disponibilité d'eau, changer la capacité de retenir l'eau des pluies. Il faut dire, il y a des périodes de sécheresse extrême qui sont suivies par des cyclones, on peut dire, aux parties des cyclones qui arrivent, se transforment en des pluies torrentielles très limitées dans le temps, avec une grande chute d'eau qui provoque l'érosion. Et donc voilà, ça réduit la possibilité de passer de l'humanitaire, qui c'est que beaucoup de nous faisons, à le développement proprement dit. Donc l'Union européenne a des programmes dans certaines régions du Sud qui sont capables de créer des filières agricoles, etc. Mais donc on parle des régions moins touchées par la sécheresse. Et dans d'autres régions, on doit simplement faire de l'humanitaire ou des programmes, on a fait des programmes avec les FAO, dans le cadre du système des Nations Unies, pour passer de l'humanitaire au développement. Je crois qu'autour de cette table, il y a beaucoup d'expertise. Donc vraiment, je me réjouis d'être à côté aussi parmi certaines des personnes avec lesquelles on travaille ensemble depuis quelques années sous la crise du Sud. Et une chose qui est importante aussi à Madagascar, on a quand même une coordination des bailleurs qui est importante. On travaille vraiment comme un team, on a une bonne interlocution avec les autorités. Évidemment, il y a énormément d'obstacles à faire face. Il faut aussi, quelquefois, même pour les autorités, devoir faire des arbitrages entre les nécessités d'autres régions du pays et les régions du Sud. La crise Covid n'a pas évidemment aidé, parce qu'évidemment, on crée des facteurs additionnels. Et il faut aussi dire qu'il y a eu des périodes où la sécurité s'est détériorée considérablement, avec les phénomènes de banditisme qui ont affecté en particulier l'élevage. Et donc aussi, les mix nutritionnels des populations ont été affectés par ces vols systémiques des bétails. Voilà, je dirais que comme introduction, pour donner un peu le cas du problème et le contexte dans lequel on opère, je m'arrêterai ici et je suis ravi de passer la parole à mes amis et partenaires. Merci beaucoup, Excellence, pour cette entrée en matière et qui nous amène l'ampleur de la discussion quand on parle du Sud. Vous nous parlez d'humanitaire, vous parlez de développement, vous parlez du lien entre l'humanitaire et le développement, des acteurs essentiels, les populations, le besoin de respect aussi de leur culture, de comprendre au niveau anthropologique quelles sont les dynamiques qui rentrent en jeu dans tout ce qu'on veut mettre en place. Et puis également l'interlocution avec les autorités tellement importante, la coordination avec les bailleurs et les différents thèmes, agriculture, accès à l'eau, rétention de l'eau aussi. Et donc j'ai vraiment hâte d'entendre Dr Jean-Claude Rakotomala. Vous nous parliez que l'ONG que vous représentez était déjà présente dans le Sud lors de la grande sécheresse qui était en 1990. Donc ça fait des années d'expérience dans ce grand Sud. Vous travaillez sur ce qui est la santé, la nutrition, l'alimentation.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants dans le Grand Sud de Madagascar aujourd'hui? Merci. Merci. Oui, c'est vrai, la situation actuelle est vraiment la plus alarmante et la plus préoccupante. C'est vraiment, comparé aux grandes famines auparavant, c'est vraiment la plus dévastatrice. Et cela, en général, c'est dû à la sécheresse, à la faible pluviométrie, qui était très bas depuis quelques années. Bref, dû au changement climatique, qui avait eu un impact sur l'accès de la population à l'alimentation, parce que la sécheresse a détruit les cultures et dans certains endroits aussi il y a l'insécurité qui avait empêché la population donc de bien gérer leur richesse ou même leur culture et préfèrent se déplacer dans d'autres zones. Bref, que ce soit la situation sanitaire, socio-sanitaire ou économique, donc les populations là-bas sont vraiment très alarmantes. Et malgré les efforts conjugués par l'État et les acteurs humanitaires, ça reste encore vraiment malheureuse. Et on peut dire qu'il y a encore plus de la moitié de la population qui se trouvent dans cette zone sont encore dans une situation très préoccupante et malgré donc les appuis et tout ça, restent encore vraiment très vulnérables. Mais l'autre point, c'est que actuellement on constate qu'ils dépendent de l'aide extérieure. Et en plus de cela, malgré leur souffrance, ils s'attachent toujours à leur valeurs culturelles qui empêchent parfois quand même à leur développement, mais ils s'y attachent toujours et ça aussi c'est quelque chose vraiment à voir de près. Merci beaucoup, docteur. Et quand vous voyez tous ces aspects-là, bon, donc tous ces efforts conjugués pour progresser et pour avancer, quelle est, selon vous, la direction qui semble fonctionner et qu'il faudrait continuer à suivre? Je pense qu'il faut continuer quand même à donner cette assistance et à renforcer même. Parce que récemment, par exemple, on avait mené des activités de mobilisation sociale, sensibilisation sur l'alimentation, parce que ce qu'on avait constaté que même pour la pratique alimentaire, l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, il manque vraiment beaucoup de connaissances, surtout pour les mères. Donc vraiment, on avait fait des actions dans ce sens, tout au moins pour renforcer donc les compétences des femmes en matière d'alimentation de nourrissons des jeunes enfants. Parce que les enfants sont les plus vulnérables et il faut y agir vite et rapidement donc, pour éviter la forte malnutrition aiguë sévère ou la mortalité de ces enfants dans la région. Mais l'autre point aussi quand même qui mérite d'être vraiment adressé, c'est le fort taux de natalité dans la région. C'est le plus fort taux de natalité à Madagascar. Mais moi-même, quand j'ai travaillé là-bas dans les années 98 comme ça, à la sollicitation du centre de santé, où vraiment il n'y a pas de personnes qui viennent pour la planification familiale, on était descendu de village en village. Et quand on avait mené la discussion pour sensibiliser les gens sur la planification, les causes pour lesquelles ils ne viennent pas, donc il y a les notables des villages qui nous interpellent, qui nous disent « Docteur, si nous avons 3 enfants, si 2 meurent, il n'en reste qu'une. Si nous avons 10 enfants, si 3 ou 4 meurent, nous en avons encore 6. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose, parce que le taux de mortalité dans cette zone ici est le plus élevé dans notre pays. Donc si nous voulons vraiment adresser cette forte démographie dans cette zone, il faut vraiment chercher à adresser aussi le taux de mortalité encore forte dans cette région.
Donc, c'est un peu cyclique, mais c'est vraiment très important. Parce que culturellement, pour eux aussi, les enfants c'est leur richesse. Ils ne les envoient pas à l'école pour la plupart, mais ils préfèrent donc, ils ont besoin d'eux pour, ne serait-ce que pour la garde des gébus ou pour la garde des villages, comme les forces. Donc ça aussi, c'est un des facteurs, alors que la forte natalité, ça engendre aussi cette problème de famine, des problèmes sociaux dans la région. Merci. Si je peux me permettre, parce que c'est tellement intéressant cet aspect que vous mentionnez aussi, Monsieur l'ambassadeur, au début, tous ces aspects culturels qu'on veut respecter, mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, docteur, il arrive un moment, ça peut être des obstacles au développement. Donc, comment on travaille, par exemple, ces dimensions culturelles par rapport à la natalité, par rapport à l'attachement à la terre, comment on peut avancer tout en respectant, bien sûr, la culture, et qui est tellement importante aussi dans ces moments de crise, parce que c'est un peu le ciment aussi de la résilience. Donc comment on respecte cette culture et en même temps on avance, on permet à la culture d'avancer aussi avec les besoins des personnes. Ah oui, donc ce qu'on avait déjà commencé à faire, c'est vraiment de faire des dialogues communautaires au niveau des villages même, village en village, dialogue communautaire pour discuter avec eux vraiment le fond du problème et que c'est eux-mêmes qui donnent les solutions pour résoudre les problèmes. Et donc on avait commencé à faire ça avec l'appui de l'UNICEF au niveau des milliers de villages, de plusieurs districts. Et en même temps aussi, comme c'est question de culture, on avait essayé d'utiliser les troupes folkloriques locales de chaque commune d'intervention. On avait identifié un groupe folklorique, on les avait formés en théâtre pour le changement de comportement et donné les messages à transmettre à la population. Et ils ont par la suite été envoyés pour aller de village en village pour vraiment sensibiliser et discuter avec la population même. Donc c'est vraiment une approche qu'on avait constaté que ça avait quand même apporté une lueur de lumière. Merci beaucoup, Dr Jean-Claude Rakotomala, pour nous apporter cette lumière et on en a besoin pour avancer. Je vais passer la parole sur ce à M. Issa Sanogo, coordinateur résident et coordinateur humanitaire du système des Nations Unies. Monsieur Sanogo, ça fait plus d'1 an que vous êtes coordinateur résident pour le système des Nations Unies ici, un peu plus de 6 mois, près de 6 mois, je crois, coordinateur humanitaire. Alors, pouvez-vous nous partager votre perspective depuis ce rôle-là de la crise dans le Grand Sud, la réponse humanitaire d'urgence, et nous présenter quels sont pour vous les défis, comment on passe de subir la sécheresse à vraiment construire la résilience des populations, des institutions dans ce Grand Sud. Merci. Question difficile. J'aurais commencé par dire que j'aurais préféré garder mon, comment on appelle ça, ma casquette de coordonnateur résident qui s'occupe plutôt du développement, des programmes de développement, plutôt que de porter la casquette de coordonnateur humanitaire. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce forum d'avoir abordé un sujet qui, comme vous le constatez, nous tient tous à cœur, c'est-à-dire le Sud. Il me serait difficile en fait de suivre les pas des deux précédents panélistes, mais permettez que je résume en 2 mots ma compréhension de la situation du Sud. Au jour d'aujourd'hui, si on me pose la question, je dirais que la situation du Sud est certes une situation humanitaire, mais en fait, c'est une situation humanitaire qui est en partie due à une crise de développement, comme on vient de l'entendre, qui elle-même a été exacerbée par, bien entendu, la Covid, mais également le changement climatique. Ce qui se passe, comme Monsieur l'ambassadeur vient de le dire, on regarde cette situation sur le sens de dire que c'est la zone la plus pauvre du pays, il faut le reconnaître,
c'est aussi la zone la moins développée en termes d'infrastructures. On se rend bien compte quand on va sur le terrain qu'il y a un manque visible de routes, d'infrastructures routières, d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires, d'accès à l'eau, sous toutes ses formes. Et tout ça fait que c'est une zone qui, en fait, malgré sa proximité avec des zones qui sont, par exemple, des baskets agricoles, telles que dans le Vato-Vavi ou Fianarantsoa, par exemple, la zone ne réussit pas à tirer le meilleur de ces atouts-là, ni le meilleur de toute la zone côtière, qui également est un atout. Ce qui fait que la zone a du mal à amorcer son développement. Le deuxième aspect, c'est que, ça a été dit, c'est une zone qui est structurellement aride. Et du fait d'être structurellement aride, de temps en temps, on est confronté justement à ces pics de sécheresse qu'on a connus et qui, par exemple, pour le dernier, on vient de le dire, est considéré comme étant la plus sévère durant ces 40 dernières années. Et ça s'est exacerbé également par le fait qu'on a eu en plus l'invasion acridienne, on a eu les vents de sable qui ont détruit le reste des cultures qui restent, à tel point que les régions du sud, certaines ont connu jusqu'à 60% de pertes agricoles. Voilà un peu le défi pour planter le décor auquel nous sommes confrontés. Et donc, du coup, nous nous retrouvons dans une situation humanitaire, mais qui n'est pas la meilleure position dans laquelle il faut se situer, parce qu'il faut absolument chercher à aller vers la résilience si on veut casser ce cycle humanitaire. Maintenant, il est clair que, comme le disait Dr Jean-Claude, on a besoin de répondre à cette situation humanitaire. Je dois commencer par remercier les donateurs, parce qu'il y a eu cet élan de solidarité en appui aux efforts du gouvernement qui nous ont permis de lancer 2 appels éclairs qui totalisent 230 millions de dollars et dont, je dois le dire, 80% a été financé. Ça a permis vraiment une mise à l'échelle des réponses et ça a permis également, j'allais dire, une durabilité de la réponse. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise, comme vous l'avez si bien dit, mais on a vu quand même des résultats qui sont encourageants, en ce sens que les dernières estimations de la fin de l'année nous disent que le niveau, par exemple, de personnes en situation de presque famine a disparu. On est maintenant avec peut-être 30% de la population d'ici avril qui seront plutôt en situation d'urgence et à peine 8% de la population du Sud qui sera en situation encore de crise humanitaire aiguë. Ça veut dire que dans la durée, on a atteint des résultats. Et la dernière surveillance nutritionnelle, par exemple, de UNICEF, qui a été présentée il y a une semaine seulement, corrobore aussi cette évolution positive. Mais ça pose la question de savoir est-ce qu'on est sorti de l'urgence. Quand on regarde, par exemple, les cyclones auxquels nous avons été confrontés récemment, c'est très difficile de dire on est sorti complètement de l'urgence. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous pour dire qu'on doit persévérer. Mais en même temps qu'on persévère, il faut qu'on trouve les moyens de commencer à créer cette résilience des populations et également d'apporter, justement, de combler ce gap de développement qui, sans lequel on risque d'être confronté à cette répétition sans cesse de la crise humanitaire. Je m'avais dit que pour ce qui concerne le système des Nations Unies, on vient de signer le cadre de coopération avec le gouvernement qui essaie de regarder 4 priorités. La première, bien entendu, c'est les questions de gouvernance, d'état de droit et de sécurité, vous en avez parlé. Et le Sud est caractérisé aussi par des poches d'insécurité. La deuxième, c'est le capital humain. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas d'école de santé suffisamment. Ça aussi, c'est important. La troisième, c'est le fait qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est une population qui est jeune, a besoin aussi d'opportunités d'emploi, etc., etc. Donc, c'est une priorité. Et la dernière, c'est le fait que quand le Sud ne va pas,
cette population monte vers les endroits où il y a plus de pression sur les forêts, sur les zones endémiques, etc. Et donc la gestion de l'environnement également est une priorité. Tous ces 4 priorités stratégiques sont valables pour le Sud. C'est pour ça que dans notre cadre de coopération, on essaye de regarder comme des principes opérationnels le fait qu'on doit allier l'humanitaire au développement et à la paix. Et donc pour nous, cette question du nexus est un aspect très important parce que ça nous permet de coordonner, de créer de la cohésion et des complémentarités par rapport à nos programmes au sein des Nations Unies, mais aussi avec nos partenaires stratégiques. C'est pour ça que nous communiquons beaucoup, nous coordonnons beaucoup avec l'Union européenne, la Banque mondiale, etc. L'autre principe, c'est qu'en interne, on est d'accord qu'il est important qu'on puisse travailler sur le nexus, mais l'existant lui-même de nos programmes doit se coordonner. Et donc, ce travail de programmation conjointe est également un principe opérationnel que nous sommes en train de promouvoir en interne pour essayer de changer de paradigme. Ce paradigme de la désolation qui se colle au Sud. C'est un peu ça qu'on veut changer à travers cette stratégie. Je vous remercie. Merci beaucoup, coordinateur résident, de nous avoir apporté ces perspectives autour de la coordination, la cohésion, la complémentarité, ce nexus et cette invitation, cet appel, je dirais, à changer de paradigme pour qu'effectivement on ne parle plus de désolation, mais qu'on consolide ces résultats que vous avez pu observer et combler ce gap vers le développement comme vous nous y invitez. Merci beaucoup et je vais me tourner vers Monsieur Viu Raza Finjakutu de la plateforme humanitaire du secteur privé. Vous êtes responsable des partenariats et des programmes. Donc le secteur privé à Madagascar est très impliqué dans la réponse aux catastrophes. On le voit là récemment dans la réponse aux cyclones. Alors notre question, c'est au niveau du Sud, au niveau de la sécheresse dans le Sud, quel rôle vous jouez, quel rôle vous aimeriez pouvoir jouer, quels sont vos atouts et les ressources dont vous disposez pour intervenir là-bas, quels sont aussi les obstacles que vous voyez et un peu quelles sont vos idées, vos perspectives pour garantir un investissement soutenu et une contribution soutenue de votre part, le secteur privé dans le Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amélie. Tout d'abord, avant de pouvoir répondre à votre question, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette séance de discussion qui me semble très très cruciale au moment où l'on parle. Et je tiendrai aussi à faire une brève présentation de ce qu'est la plateforme humanitaire du secteur privé. Normalement, c'est donc une initiative entre plusieurs entreprises ici à Madagascar. C'est la première initiative dans le cadre humanitaire qui va essayer de regrouper les engagements du secteur privé quand il y a des catastrophes qui peuvent sévir ici à Madagascar. Donc notre rôle se base essentiellement dans tout ce qui est fédération de ces engagements issus du secteur privé quand il y a des catastrophes, mais aussi un rôle de coordination pour avoir une réponse au niveau du secteur privé plus efficace et en complémentarité avec les acteurs humanitaires traditionnels, à savoir le gouvernement, mais il y a aussi le système des Nations Unies, mais aussi les ONG internationales. Donc on va essayer d'entrer dans le cadre où le secteur privé n'est pas vraiment expert en la matière, mais quand même grâce à l'appui que peuvent avoir la PSHP, donc ils auront un peu plus de paramètres ou d'indicateurs leur aidant à accomplir ou à réaliser des activités quand il y a des cyclones, comme les 2 cyclones qui se sont passés récemment, comme Batira et Nadi d'abord. Et quand il y a aussi d'autres catastrophes comme les épidémies, les incendies, mais aussi la sécheresse dans le grand sud de Madagascar. Donc la PSHP va essayer de coordonner tout ça pour pouvoir avoir une réponse plus efficace et plus à peu près de la population qui sont impactées par les genres de catastrophes. Nous, au sein de la PSHP, on regroupe environ une 50aine d'entreprises, allant des toutes petites entreprises, petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises et multinationales. Donc,
grâce à des activités un peu plus coordonnées, on aura un peu plus d'impact sur les populations sinistrées, les victimes des catastrophes. Si je peux rebondir à la situation dans le sud de Madagascar, c'est que la PSHP en ce moment possède des capacités, je dirais, multisectorielles, que ce soit des capacités en matière de mobilisation des ressources logistiques, des capacités en matière de santé, des capacités en matière de sécurité alimentaire ou de nutrition. On pourrait toujours demander aux membres de l'entreprise qui pourraient s'engager pour pouvoir aider à la population affectée. Nous pouvons aussi capitaliser les données et les informations à travers nos partenaires, que ce soit des partenaires étatiques, des partenaires au niveau des ONG, pour pouvoir faciliter la prise de décision des entreprises membres de cette plateforme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces capacités, ces ressources dont on peut mobiliser, donc, il se peut qu'il y ait des ressources appartenant même au cœur de métier des entreprises. Comme je prends par exemple l'entreprise Telma, par exemple, ou l'entreprise Viamo, qui peuvent mobiliser leurs ressources quand il y a des catastrophes qui peuvent sévir grâce à l'intervention des divisions cellulaires, grâce à l'intervention de tout ce qui est appel d'urgence quand il y a des catastrophes. Et dans le sud de Madagascar, on est aussi présent, très présent, grâce à nos partenaires. Il y a des partenaires, des ONG venant de Suisse ou des ONG françaises, qui travaillent en étroite collaboration avec nous dans des projets d'adduction d'eau potable. Donc il y a des entreprises qui souhaiteraient participer dans des projets pérennes comme les adductions d'eau potable. Il y a aussi des projets d'urgence comme les soutiens nutritionnels. Donc on va essayer de coordonner tout ça, de bien gérer efficacement et en étroite collaboration avec les partenaires pour que ça puisse avoir vraiment un impact positif pour la population dans le sud de Madagascar. À part ça, dans le sud, quand il y a aussi des demandes vraiment spontanées, des demandes ponctuelles venant de ces partenaires, on se mobilise très rapidement pour pouvoir mettre en place des activités en adéquation avec la politique de l'État concernant la gestion des urgences dans le sud de Madagascar. En matière de défis, généralement, moi je pense que les premiers défis concernant la mise en place d'une activité construite ou pérenne, nécessitant l'investissement du secteur privé. Je vais simplement lancer tout ce qu'a dit monsieur le coordonnateur résident, ainsi que les autres panélistes, qui disent qu'au niveau de l'insécurité, au niveau de l'état des infrastructures routières, etc., ça c'est vraiment un grand défi, un challenge. On devrait mettre en place ou discuter vraiment en amont quelles sont les probabilités pour que le secteur privé puisse s'investir dans un cadre vraiment serein dans les activités liant les interventions d'urgence, mais aussi les activités de réduction des risques de catastrophe et de développement en même temps. Donc, si on va mettre en place des politiques incitant ou facilitant tout ce qui est investissement dans le sud, nous, au sein de la PSHP, on pourrait discuter ensemble sur les possibilités de mettre en place ces politiques stratégiques pour pouvoir bien implémenter les activités construites et structurées, et aussi de manière pérenne. Parce que la pérennisation, c'est un des grands défis aussi à mettre en place dans le grand sud de Madagascar. Et je pourrais aussi dire qu'au niveau international, la PSHP est aussi membre d'un réseau international qui s'appelle le Collective Business Initiative, qui chapeaute environ plusieurs plateformes humanitaires du secteur privé à travers le monde, dans 13 pays, dont Madagascar fait partie, mais il y a aussi Côte d'Ivoire par exemple, Myanmar, Haïti, Philippines, etc. Donc nous avons aussi des appuis au niveau du Connecting Business Initiative pour mettre en œuvre des projets dans le sud de Madagascar. Des projets de développement, comme les adductions d'eau potable, des projets de réponse aussi d'urgence pour subvenir rapidement aux besoins des plus nécessiteux. Donc je pense que faire un lien entre l'initiative du secteur privé dans le développement et toujours en partenariat avec les acteurs humanitaires traditionnels, ça pourrait améliorer vraiment le cadre des réponses d'urgence et tout ce qui est implémentation des projets de développement dans le sud de Madagascar. Reste à mettre en place
ces défis dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est pouvoir investir dans un cadre vraiment serein. Mais on ne peut pas y aller tout seul sans l'aide de nos partenaires, que ce soit partenaires des autorités nationales, des autorités locales, mais aussi des autres partenaires qui peuvent financer aussi cette initiative du secteur privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous apporter cette perspective du secteur privé assez unique à Madagascar au niveau de son développement, de son implication et de sa mobilisation. Deux mots que je retiens et qu'on entend, on l'avait entendu aussi dans les autres interventions, mais auxquelles vous avez donné une signification très particulière, c'est partenariat. Donc vraiment partenariat ensemble pour réussir, mais aussi vous avez parlé pour établir un climat serein pour pouvoir investir et pouvoir mobiliser. La façon dont vous mobilisez aussi l'international, les autres secteurs privés pour qu'ils puissent contribuer à ce grand sud de Madagascar. Et vous avez parlé de politique stratégique, de vraiment multisectorielle, vous avez parlé des multi-aléas, de l'importance d'aborder les différents thèmes humanitaires, développement, réduction des risques aussi. Donc merci pour toutes ces perspectives et cette implication. Je vais passer maintenant à Madame la représentante résidente de la Banque mondiale à Madagascar, Madame Marie-Chantal Ouaneri-Guirin. La Banque mondiale est très impliquée dans le sud de Madagascar avec récemment une augmentation du budget de ce projet phare Myonjo à 200 millions de dollars. Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le rôle en fait? Quel est le rôle de la Banque mondiale? Quel est le rôle d'un acteur de développement dans ce grand sud, dans un contexte de crise humanitaire? Quelle est votre vision pour justement, non seulement depuis ce rôle dans un contexte humanitaire, mais vers le développement, quelle vision vous avez pour ce développement du Grand Sud? Et comment vous comptez renforcer ce lien, justement, dont on parle dans les différentes interventions, entre des activités de première nécessité, de réduction des risques, de développement? Merci. Tout d'abord, merci beaucoup et je remercie aux organisateurs d'avoir fait cette discussion. C'est un bon changement de voir le Sud, non pas dans les newsletters ou sur les TV, mais aujourd'hui autour d'une table des gens qui veulent faire un changement de paradigme au Sud. Comme j'ai eu vraiment l'attention de tous mes collègues qui ont parlé avec moi. Donc je pense, bravo à l'Union européenne et à la présidence française de pouvoir nous permettre de mettre le Sud sur le map, mais d'une autre image que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être l'image du Sud. Évidemment, la Banque mondiale n'est pas une institution humanitaire. Évidemment, pour nous, comme mes collègues l'ont déjà bien dit, il y a une crise de développement dans le Sud. Je commencerai par vous donner une petite histoire. Quand je suis arrivée ici à Madagascar, la première visite que j'ai faite, c'était sur le Sud. Et j'y allais parce qu'on avait un programme de protection sociale. Quand on parle de protection sociale, les gens pensent que c'est le transfert monétaire, mais c'est plus que ça. C'est plutôt toute la partie du capital humain. Et ce qu'on avait fait avec ce programme qu'on avait commencé en 2006, à la suite de la sécheresse qu'il y avait eu, c'était vraiment d'introduire un concept de protection sociale comme on le fait dans tous les pays du monde, où tu as une partie d'urgence, mais tu as une partie aussi de développement, où tu peux donner les incitations aux mères de pouvoir amener les enfants à l'école, de pouvoir aller au centre de nutrition. Et l'étude d'impact qu'on avait fait était tellement incroyable. Les résultats qu'on avait eus en termes de comment est-ce que ces variables changeaient. C'est pour ça que je suis partie au Sud, la première fois que j'ai mis les pieds ici à Madagascar. Et ce que j'ai vu, et ça reporte un peu ce que mes collègues ont eu à dire, j'ai vu ces femmes, et je peux te dire que ces images resteront avec moi toute ma vie. Ces femmes qu'on appelle les femmes leaders, qui ont pris le défi de faire du porte-à-porte, comme disait Dr Jean-Claude, pour aller sensibiliser les communautés à faire un changement. C'est sur ça que je me suis dit, certainement une institution qui est comme la Banque mondiale, qui cherche à promouvoir le développement. Évidemment, nos deux objectifs comme institution,
c'est la réduction de la pauvreté et la prospérité. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, c'était une interpellation que nous avions une place dans ce contexte qui était dirigé par le contexte humanitaire. Le deuxième élément, c'est que quand on a fait une analyse, nous faisons ce qu'on appelle les analyses de risque. Quand on va dans des situations où tu es entre la partie humanitaire et développement, et une des chiffres, j'en avais parlé un peu à mon collègue Issa, qui m'avait frappé, c'est qu'entre 2012 jusqu'en 2019, nous, tous partenaires, on avait investi presque 1,9 milliard de dollars dans le Sud. Et donc, pour moi, je me suis dit, la question n'est pas l'argent. La question est de comment changer ce paradigme, comment orienter cet argent pour que ce soit durable, n'est-ce pas? Et le troisième élément qui m'avait vraiment frappé, c'est que les gens commençaient à programmer comment répondre à la famine. Quand les gens arrivent à programmer comment répondre à la famine, ça veut dire que tu peux programmer comment prévenir la famine. Donc, sur ces éléments-là, c'est pour ça que la banque est rentrée en partenariat avec mes collègues autour de la table, avec un paradigme de changement simple. Vous et nous, on est là, ici, parce qu'on a mangé, n'est-ce pas? Parce qu'on a de l'eau devant nous. Alors, au Sud, il faut commencer par ces besoins élémentaires, qui est vraiment les besoins du contexte des droits de l'homme, j'oserais dire. Et donc, pour nous, avec le projet Muyinjo, c'est ça qu'on essaie de faire. La question de sécurité alimentaire, la question d'accès à l'eau. Une fois que tu as ces éléments-là, une fois que tu donnes le choix aux gens, comme le disait Jean-Claude, docteur Jean-Claude, je peux t'assurer que les gens prennent leur destinée en main et peuvent faire le changement. Je l'ai vu au Sud, donc j'y crois. Alors, en faisant le programme Muyinjo, c'est ça qu'on fait. On donne l'opportunité aux femmes, aux hommes, aux enfants du Sud de pouvoir prendre leur destinée en main. On donne la capacité aux autorités locales de pouvoir délivrer des services, parce qu'on ne peut pas délivrer des services à partir de Tana. Il faut le faire localement. C'est ça le changement, c'est ça le défi. Et les images que quelqu'un m'a envoyées hier, Amélie, m'a donné beaucoup d'espoir, comme disait tout à l'heure Issa. De voir le Sud tellement vert, ça veut dire que peut-être on a une chance de bâtir et de faire ce premier choix où on peut faire le jump, où on peut faire la soudure et permettre aux gens de se prendre en charge. Deuxième élément qui est très important, et je serai heureuse de le dire et de rassurer mes collègues ici, on travaille beaucoup avec l'Union européenne, on va mettre presque 300 millions de dollars dans les routes au Sud. Parce qu'une fois que tu as fait ce concept de sécurité alimentaire, il faut rapprocher le Sud du reste du monde, comme le disait tout à l'heure Issa. Nous faisons un effort délibéré de mettre de l'argent pour vraiment faire les routes comme la RN10. C'est une route de 400 km, mais c'est une route potentielle. De peut-être joindre l'Union européenne sur la RN13, de faire la RN12A. Ça, c'est des éléments qui, j'espère, vont amener ce changement. Mon collègue du secteur privé parlait du secteur privé. Alors, je suis très heureuse de dire que depuis quelques années, on travaille avec Bovima. Et l'idée, c'est simple. C'est de dire si on peut utiliser la ressource locale pour créer des valeurs ajoutées. Donc, dans ce sens-là, ce paradigme, petit à petit, va se mettre en place. Les gens sont nourris, ils ont accès aux routes et ils ont accès au marché. C'est comme ça que le développement va arriver. Et donc, nous, on y croit. On n'y croit pas comme tout seul, on y croit comme un consortium de partenaires entre nos collègues de l'Union européenne, entre nos collègues des Nations Unies, et je me réjouis beaucoup du secteur privé et de nos collègues de la société civile, parce que nous aurons besoin du secteur privé pour faire ces routes, parce que nous avons besoin du secteur privé pour faire de l'eau et tous ces programmes. Donc, en soi, voilà comment une institution comme la nôtre, qui croit au nexus de développement de humanitaire, résilience et développement. Madagascar n'est pas le premier pays dans lequel on le fait et j'y crois. J'ose espérer qu'avant que je ne quitte ce pays, je verrai un changement de tournure dans le Sud. Je verrai ces femmes leaders commencer à donner les leçons à d'autres pays
où les gens subissent les mêmes difficultés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante de la Banque mondiale, pour cette foi de consortium et pour tout cet espoir que vous nous partagez. Et on avait dans nos têtes, dans ces images de femmes leaders faisant du porte-à-porte et que vous pensez peuvent même inspirer au-delà de nos frontières. C'est aussi l'idée de cette conversation humanitaire ici et de parler de Madagascar. C'est que depuis Madagascar, avec vos interventions, avec vos réussites, avec vos perspectives et vos ambitions pour ce sud de Madagascar, qu'on puisse inspirer aussi d'autres pays de la région et au-delà de notre région. Et aussi inviter à ceux qui nous écoutent lors de ce forum humanitaire européen à vous contacter, à contacter Madagascar pour échanger des pratiques et continuons ce dialogue humanitaire au-delà de Madagascar, au-delà de cet échange. Merci pour toutes ces pistes, toutes ces inspirations et surtout toutes ces analyses quand même très profondes que vous nous avez partagées, qui nous permettent de changer aussi la perspective, notre paradigme aussi de quoi faire quand on est dans la situation. Vous nous avez donné beaucoup de directions basées sur des résultats déjà que vous avez à prendre. Je pense aussi un gros changement de perspective, c'est qu'effectivement c'est une crise de développement. En grande partie avec effectivement des retombées humanitaires, des impacts humanitaires qu'il faut adresser pour qu'on puisse donner, comme vous l'avez dit, Madame la représentante, l'opportunité aux gens de prendre leur destinée en main. Et alors pour clôturer cette conversation magnifique, j'aimerais vous demander, avec tous ces points d'action que vous avez partagés, par quoi commencer? Est-ce qu'en 2 minutes, je voudrais vous dire et par quoi on pourrait commencer? Donc je vais vous demander, Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien commencer, ou par quoi peut-être la délégation même de l'Union européenne ici à Madagascar, quel est le focus pour continuer sur cette lancée de développement du sud de Madagascar? En tout, je veux dire, c'est une crise de développement, mais dans certains moments, l'humanitaire était essentiel pour assurer la survivance des populations. Donc c'est effectivement là, on a besoin de différents instruments. Dans les moments de crise aiguë, effectivement, dans certaines régions, on a besoin de l'humanitaire. En général, mais à long terme, on a besoin de développement. C'est ce que nous essayons de faire nous tous. Bon, ma collègue de la Banque mondiale a mentionné les routes. Effectivement, on espère cette année, enfin, de lancer les travaux. On y est prêt, de la RN13, qui devrait être un des axes qui connecte le sud de l'Est jusqu'à l'ouest du pays. Je dirais, pour commencer, on peut dire qu'on a déjà commencé, mais fondamentalement, c'est ça. Avoir des approches différentes, coordonnées, selon les différentes zones, autour de certains axes essentiels. Avant tout, bon, les infrastructures sont très importantes. C'est très important d'assurer la résilience de la population. Il faut quand même comprendre que quand on passe de l'humanitaire au développement, on peut aussi passer d'un concept de bénéficiaire, la personne qui doit être aidée, à un concept d'acteur. Il faut effectivement faire suffisamment des investissements, et donc là, le rôle du secteur privé est essentiel, mobiliser assez de la société civile pour qu'il y ait une participation populaire, pour qu'il y ait effectivement une mobilisation des ressources locales, mais il faut donner aux gens la possibilité de valoriser les propres ressources. Et après, tenir compte de tous les facteurs conventionnés, culturels, anthropologiques, etc., comprendre qu'au centre de tout ça, il y a la personne humaine. Ça veut dire que les différentes populations du Sud doivent être regardées avec respect, je dirais grand respect vu la résilience qu'ils ont montrée jusqu'à présent, et leur donner les outils pour que chacun de ces populations puisse, à l'intérieur de sa zone, quand même aborder un modèle de développement le plus possible soutenable dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un peu un mix de grandes opérations, de bonnes coordinations, de participation de plusieurs acteurs et de solutions différenciées où c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Cette coordination autour d'axes essentiels, et je dirais presque axes au sens figuré et propre, puisque tous vous avez mentionné l'importance des infrastructures et des routes pour ouvrir ce sud au développement et de passer de bénéficiaire à acteur. Une belle métaphore aussi pour exprimer. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le responsable des programmes et partenariats de la plateforme humanitaire du secteur privé,
quel serait en 2 minutes ce que vous voudrez nous partager de comment on avance là, on continue à avancer? Merci beaucoup. Donc moi, pour résumer tout ça, moi je pense que le mainstream, il faudrait intégrer le secteur privé. On devrait intégrer le secteur privé parce qu'ils ont des engagements par rapport à leurs activités quotidiennes, par rapport à la population exposée au type de risque de catastrophe. Si à travers la plateforme humanitaire du secteur privé, on pourra aider ces membres, ces entreprises membres à décider, à mieux décider des activités de développement, des activités de réponse d'urgence, mais aussi si on parle vraiment de business. Quand on va aller dans le sud de Madagascar pour investir dans le business, on pourrait aussi créer des activités génératrices de revenus pour la population dans le sud. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et grâce à la collaboration, je dirais, globale entre ces partenaires qui se spécialisent dans le développement dans le sud, intégrer les initiatives du secteur privé, moi je pense que ça pourrait vraiment aider ou contribuer au développement du Grand Sud, toujours en s'alignant avec la politique générale de l'État concernant le développement dans le Grand Sud de Madagascar. Merci beaucoup. L'important, c'est, vous le répétez tous, de l'alignement avec les politiques de Madagascar. Et j'ai beaucoup aimé votre appel, parlons business et créons des activités génératrices de revenus dans ce sud, dans cette population, avec ces femmes, avec ces jeunes aussi, qui tout ce potentiel donc, à mettre en valeur. Merci, docteur Jean-Claude, monsieur le directeur de l'ONG ASSOS. Est-ce que je peux vous demander vos directions en 2 minutes? Quelles sont les étapes que vous pensez qu'il est nécessaire de suivre maintenant? Voilà, merci beaucoup. Je relais un peu ce que son Excellence avait dit tout à l'heure. Vraiment, c'est transformer la population locale là-bas de bénéficiaires en acteurs. Ça, c'est très important. C'est vraiment leur donner la chance d'avoir une appropriation des actions à faire pour leur développement, que ce soit dans le domaine de la santé, que dans le domaine de la développement sécurité alimentaire. Mais j'attire notre attention sur le fait que la terre là-bas, le sol là-bas, c'est vraiment facilement cultivable. Mais c'est le manque d'eau, la sécheresse qui empêche les gens de vraiment faire la culture. Et que, comme moi-même, j'ai vécu là-bas 2 ans pendant la famine en 93-94. Moi, je vis, c'est inimaginable le flux d'eau dans les rivières pendant la saison de pluie. Et là, déjà, à l'époque, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas de barrages, de réservoirs d'eau? Comme ça, on peut, pendant la saison sèche, on peut le faire écouler petit à petit pour inonder les surfaces cultivables. Ça pourrait vraiment résoudre beaucoup de problèmes au niveau de cette zone. Donc vraiment, il faut penser aussi à cela, en plus des infrastructures routières, parce que ces infrastructures routières, ça nous permettra d'avoir un accès facile. Donc, il y a des zones vraiment riches en produits agricoles là-bas, mais c'est difficile de les exporter au niveau des autres zones qui ont subi la sécheresse, etc. Donc, si on arrive vraiment à résoudre cela aussi, ça pourrait nous permettre de adresser à long terme le problème de sécheresse et de famine dans la région. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. L'eau, non, ce manque d'eau et l'importance, et quand vous nous parlez de la richesse qui est existante, donc comment l'eau peut activer en fait toute cette richesse et l'appropriation de leur propre développement par les communautés. Madame la représentante résidente, quelle serait votre invitation pour avancer dans cette direction en 2 minutes? 3 choses. La première, c'est que je salue beaucoup l'attention du gouvernement sur le Sud. Et je veux que ça se maintienne. Je veux que ça continue. Ça, c'est la première chose. Parce qu'une institution comme la mienne ne sera pas au Sud si le gouvernement n'est pas engagé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la résilience des populations.
Et ça tourne autour de beaucoup de choses. La question d'eau, elle est fondamentale. C'est the elephant in the room. La question de pouvoir anticiper les changements climatiques et de pouvoir enrayer, être un peu en avant de ça. On avait fait une analyse en 2012, figure-toi, et on avait analysé, on savait que la question climatique pouvait être un facteur de problème au sud. Imaginez si on avait agi à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Différemment. Donc, pour moi, la résilience des populations, elle est fondamentale. Si tu lui donnes le choix de faire ça, ils vont pouvoir le faire. Je l'ai vu, j'ai vu les chefs de village prendre la question de fertilité des enfants de 13 ans et en faire le problème. C'est faisable. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, c'est une crise de beaucoup d'éléments d'infrastructure, que ce soit les routes, que ce soit l'eau, que ce soit toute la question de productivité agricole. Et ça, c'est des choses qu'on peut résoudre, à mon avis. Des institutions comme la nôtre ou comme les collègues autour, c'est faisable. Et ce que je voudrais souhaiter, c'est que cet arrangement qu'on a autour de cette table aujourd'hui se retrouve dans chacun des projets qu'on fait. Que je retrouve le privé, parce que moi j'en ai besoin pour faire la route, pour faire l'eau. Que je retrouve les Nations Unies pour pouvoir passer de l'humanitaire à la résilience. Ils ont la connaissance, je vais mettre ça à profit. Que j'ai l'Union européenne qui peut faire un instrument, un ensemble d'instruments différents, comme la Banque mondiale. On peut intervenir dans l'humanitaire, dans le développement. Donc pour moi, c'est 4 éléments. Et on y est, hein, on commence, j'ai beaucoup d'espoir. Hein, le chemin est encore rempli de beaucoup d'obstacles, mais si le développement était facile, pourquoi on serait ici? Donc je crois que c'est dans des situations comme ça qu'il faut qu'on se le rêve et qu'on se dise, il faut qu'on soit du côté de celui qui n'a pas la voix. Merci. Merci beaucoup pour cette inspiration d'être aux côtés de celui qui n'a pas la voix. Et ce triptyque d'intervention, continuer vraiment motiver et remercier, saluer cet engagement du gouvernement, travailler sur la résilience des populations et l'accès aux infrastructures. Et comme vous dites, c'est possible, c'est en train d'être fait. Et tout en garantissant qu'on continue à marcher ce chemin, tous les différents partenaires ensemble. Alors, monsieur le coordinateur résident, en tant que coordinateur aussi humanitaire, face à cette double casquette, j'ai envie de customiser un petit peu la question, si vous me permettez. Et toujours la même chose, comment est-ce qu'on avance? Mais alors à ce moment-là, avant les mots de clôture de monsieur l'ambassadeur, que vous nous partagiez votre appel aux partenaires ici présents, mais aussi à ceux qui nous écoutent, qui sont aussi des partenaires, des personnes engagées dans l'humanitaire, dans le développement, dans le Nexus. Donc quel est votre appel? Merci beaucoup Amélie. Je pense que mon appel va peut-être s'organiser autour de 2 choses. La première, et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de dire que je voudrais déjà remercier les organisateurs une fois de plus pour que Madagascar reste sur la carte. Nous sommes face à beaucoup d'autres défis. On voit par exemple la crise entre l'Ukraine et la Russie, dont les répercussions au niveau mondial nous touchent tous. Donc, si on ne garde pas certains pays sur la liste, on risque de les oublier. Et hier, quand j'ai rencontré Son Excellence Madame Cindy McCain, qui est en fait l'ambassadrice auprès des agences en charge de l'alimentation à Rome, je lui ai demandé comme ça, qu'est-ce que vous repartez d'ici quand vous avez visité le Sud? Elle m'a dit 2 choses, et vous l'avez tous dit, l'eau. Elle a vu, elle a senti la centralité de la question de l'eau. Ensuite, les infrastructures. Elle a vu la centralité de ça. Mais elle a dit, mon rôle étant de garder Madagascar sur le radar, je ferai ce plaidoyer pour que les autres n'oublient pas Madagascar. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois que mon appel le plus pressant, avec le message de positivité dont vous avez parlé, on a vu que ça marche quand on se met ensemble. En 6 mois, on a vu qu'on a empêché, avec les efforts du gouvernement, les efforts des partenaires, qu'ils soient humanitaires ou de développement, on a arrêté, un tant soit peu, la crise humanitaire. Du moins, on l'a aménusée. Mais la crise n'est pas finie.
La seule chose que nous devons faire, ça a été dit une fois de plus, c'est un appel pressant à ce qu'on puisse travailler ensemble. L'image de cette salle est déjà un élément pour dire que si on travaille ensemble, on peut y arriver pour changer justement cette dynamique de la fatalité qui n'en est pas une parce qu'on peut y arriver. Travailler ensemble, c'est ce que disait Dr Jean-Claude, il faut aussi qu'on travaille avec les communautés. Pour les questions culturelles, je prends un exemple. La question du planning familial. Ce n'est pas une obligation, mais quand, avec la société civile, on réussit à bien sensibiliser, les gens adoptent le planning familial. C'est très important. Travailler ensemble, c'est aussi entre nos techniciens de travailler, qu'ils soient de l'humanitaire, qu'ils soient du développement ou pas, qu'on puisse travailler ensemble pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire des programmes conjoints ensemble. Et pour terminer, travailler ensemble, c'est aussi de regarder les aspects qui empêchent de faire le lien entre l'humanitaire et le développement. On a vu les cyclones. J'étais sur le terrain du côté de Madagascar. On a observé que, j'étais avec Marie-Chantal et des partenaires, que ce qui se passe, il y a beaucoup d'activités qui se sont passées, mais malheureusement, avec le cyclone, ces activités ont été décoiffées. On doit apprendre du fait que les crises vont continuer, vont aller de façon plus fréquente et de façon plus intense, qu'elles soient de la sécheresse ou les cyclones. Donc on doit, comme le disait mon collègue, mainstream la question de gestion des risques de catastrophe, les questions de nexus dans tous nos programmes, qu'ils soient humanitaires ou de développement. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur le coordinateur résident, pour cette invitation et cet appel à continuer à travailler ensemble parce que ça marche. Et c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'avez vu sur le terrain, qui l'avez expérimenté. Donc continuons à travailler ensemble et en intégrant la réduction des risques, en intégrant cette dimension d'appropriation des communautés, de les transformer de bénéficiaires en acteurs et de travailler surtout avec eux. Merci beaucoup à tous et à toutes pour cette conversation tellement riche. Merci Monsieur l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores de nous avoir reçus ici dans votre délégation à Antananarivo pour cette conversation humanitaire. Et je vous laisse la parole pour clôturer ce riche dialogue. Je veux dire, en effet, cette conversation, c'est un peu vraiment dans l'esprit que le Forum humanitaire veut faire. Ça veut dire mettre des expériences européennes et des expériences du reste du monde ensemble pour faire face à des crises spécifiques. Donc, Madagascar est un cas particulier, mais un cas qui a été à la une des journaux il y a quelque temps et jusqu'à très récemment, exactement pour la gravité de la crise. Donc, on a pu l'indiguer quand même. On a pu l'indiguer, et voilà, mais on sait qu'il y a quand même, face à une certaine résilience des populations, quand même des fragilités existantes. Donc, comme mes collègues ont dit, il faut continuer, il faut foncer, il faut aller de l'avant, et en gardant toujours cet esprit qu'on n'y arrive pas tout seul, mais en mettant ensemble nos expériences et notre approche différente, je crois là, on peut vraiment aborder des crises spécifiques et essayer, sinon de les résoudre, au moins de les rendre beaucoup moins graves. Et donc je crois que ça c'était un peu l'idée du Forum humanitaire, que c'est une initiative qu'on espère se reproduira, parce que je crois que ça va exactement dans la bonne direction, en tenant compte malheureusement qu'on est dans une situation où il y a plusieurs crises graves dans le monde, et comme a été bien dit, il faut toujours, les crises arrivent quand moins on l'attend, et donc il faut effectivement avoir cette logique de réaction conjointe et rapide pour essayer d'éviter que les conséquences des crises soient plus graves que nécessaires. Donc un message d'espoir et envie de continuer à travailler ensemble et un peu de satisfaction quand même, que je dois dire qu'un peu tous, on a réussi à réagir dans une crise vraiment grave et on a pu quand même éviter le pire. Donc voilà, donc ça c'est quand même, ça donne aussi de l'espoir. Et quand on veut, on arrive à faire quelque chose quand même.